Je m'appelle Quinn. J'ai 33 ans et je vis à Denver, dans le Colorado. Ethan et moi sommes mariés depuis presque 4 ans, dont 7 ensemble. On parlait d'avoir des enfants, on avait des conversations vagues pendant les nuits pluvieuses ou après quelques verres de vin. On parlait du jour où les choses se calmeraient, où j'aurais une promotion, où j'en aurais marre des voyages d'affaires, mais ce jour-là, on n'avait jamais vraiment de rendez-vous. Je prenais une pilule régulièrement, mais le mois dernier, j'ai eu une terrible sinusite et j'ai dû prendre des antibiotiques puissants pendant presque une semaine. Le médecin a évoqué de possibles interactions médicamenteuses, mais je n'y ai pas prêté attention. Quelques semaines plus tard, j'ai eu du retard de règles. Au début, j'ai mis ça sur le compte du stress au travail. Au bureau, c'était intense, horaires interminables, repas irréguliers, peu de sommeil. Mais ensuite, j'ai commencé à avoir des nausées tous les matins. J'avais une douleur à la poitrine inhabituelle. Et au fond de moi, quelque chose me murmurait que mon corps était différent. J'ai discrètement acheté un test de grossesse après le travail, que j'ai glissé dans mon sac à main, entre mon carnet et mes clés de voiture. Je n'ai pas pu me résoudre à l'utiliser tout de suite. Ce n'est que le lendemain, lorsque le doute est devenu trop fort pour être ignoré, que je suis enfin entré dans la salle de bain. 2 lignes, claires, nettes, sans équivoque. J'ai fait 3 autres tests les 2 jours suivants. Tout le monde disait la même chose. Je suis resté figé sur le sol de la salle de bain, le test toujours à la main. Mon cœur battait la chamade. Une partie de moi était abasourdie, mais une autre partie se sentait étrangement soulagée. J'avais toujours craint qu'Ethan ne soit jamais prêt, mais moi, je voulais être mère. Depuis longtemps. Après quelques jours de réflexion, j'ai décidé d'annoncer la nouvelle à Ethan samedi soir. Je n'avais rien prévu de tape à accent grave l'œil. Pas de vidéo de réaction, pas de tableau d'affichage sophistiqué comme sur Instagram. Je voulais juste un moment de calme et d'honnêteté. Quelque chose de fidèle à moi-même. J'ai cuisiné son plat préféré, du bœuf braisé au vin rouge avec de la purée de pommes de terre au beurre. J'ai mis du jazz doux, allumé des bougies et enfilé la robe olive qu'il complimentait toujours. Je voulais que cette soirée ait un sens. Pas parfaite, mais mémorable. Citron. Ethan est rentré tard. Il était presque 20 heures lorsqu'il a ouvert la porte, laissant une traînée d'eau de Cologne onéreuse et un léger soupçon de fumée. Sa chemise était froissée. Taille était de travers. Il est entré, a retiré son manteau et a parlé rapidement. Désolé, réunion d'urgence. Tu sais comme ce projet traîne. Je ne lui en ai pas voulu. Je n'ai pas posé de questions. On s'est assis pour manger. Il mâchait distraitement, les yeux rivés sur son téléphone, ses doigts griffonnant sans fin. J'ai posé quelques questions sur le travail. Il a donné des réponses brèves et distraites. Lorsqu'il a enfin posé sa fourchette et son couteau, je lui ai servi un autre verre de vin et j'ai pris une grande inspiration. Ethan, j'ai quelque chose d'important à te dire. Il a levé les yeux, les sourcils froncés. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai serré les mains sur mes genoux, puis je l'ai dit. Je suis enceinte. Le silence qui suivit fut glacial. Il me fixa comme si j'avais dit n'importe quoi. Son visage pâlit, puis rougit, puis se transforma en quelque chose que je ne pouvais nommer. Mais j'ai été testé 3, 4 fois, toutes positives. J'en suis sûr. Il repoussa sa chaise, se leva d'un bond, les yeux écarquillés. Quinn, tu es sérieuse? Tu sais qu'on n'est pas prêt. Tu as tout gâché. Je restai figé. Brisé. Il ne me regarda pas. Il se contenta d'arpenter le salon, tirant ses cheveux, le souffle court. J'ai mille et une idées en suspens. Un bébé maintenant. Je ne veux pas de ça, Quinn. Je n'en ai jamais voulu. Mes pieds ne bougeaient pas. Mon cœur se serrait dans ma poitrine. Le repas était froid. Les bougies s'éteignirent. La cuisine semblait plus froide qu'elle n'aurait dû. La robe qu'il aimait autrefois me restait accrochée comme une question. Un souvenir amer. Je ne bougeais pas tandis que la cuisine s'éteignait. L'odeur du bœuf au vin rouge flottait dans l'air comme une chute amère. Ethan n'était plus en colère. Il s'affala sur le canapé, la tête entre les mains, silencieux pendant ce qui me sembla une éternité. Puis soudain, il se leva et marcha rapidement vers la chambre. Je le suivis, le cœur encore tremblant, incertaine de ce qui se passait. « Où vas-tu » demandai-je d'une voix à peine assurée.
Ethan sortit la valise moyenne que nous avions utilisée pour Boston l'année dernière. Je ne peux pas rester ici, Quinn. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je m'avançai, lui bloquant la main. Qu'est-ce que ça veut dire? Je porte notre enfant, Ethan. Il faut qu'on parle, pas qu'on s'enfuit. Il me regarda, sans panique, juste glacial. Tu ne comprends pas. Je ne veux pas de ce bébé. Je n'ai jamais vraiment voulu d'enfant. J'ai juste dit ce que tu voulais entendre parce que je pensais que tu changerais. Flash. Je reculai. Chaque mot me frappa comme une gifle. Mais ce n'est pas ce qui me brisa. C'était ce qu'il dit ensuite. Je suis avec Camille. On se voit depuis quelques mois. Son nom résonna dans ma tête. Camille, la stagiaire de 26 ans qui déposait des documents chez nous un jour. Je lui ai même donné des biscuits. Je me suis appuyé contre le mur, la nausée me submergeant. Ethan a refermé la valise en silence. Quand j'ai demandé, tu vas vraiment chez elle? Il n'a pas nié, c'est juste retourné et a fermé la fermeture éclair. Je reviendrai pour le reste plus tard. Ne fais pas tout un scandale avec ma famille. Ma mère est déjà stressée à cause d'oncle Grant. Et moi? Je ne compte pas assez pour que tu réfléchisses une seule fois? Il est resté silencieux un instant, puis a parlé doucement. Je suis désolé, Quinn. Je ne suis pas l'homme que tu pensais. Alors que la porte se refermait derrière lui, sans câlin, sans souhait de bonne chance, juste moi et la coquille vide de l'homme qui m'avait promis l'éternité, je me suis effondré par terre. Une main sur mon ventre, l'autre cherchant mon téléphone. La seule personne que je pouvais appeler à ce moment-là était Riley, ma meilleure amie depuis la fac. Elle a décroché dès la première sonnerie. Quinn, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? Je ne pouvais pas parler. J'ai juste pleuré. Des sanglots bruyants et douloureux qui m'empêchaient de respirer. 20 minutes plus tard, Riley était à ma porte, les cheveux attachés à la hâte, vêtue d'un vieux sweat à capuche. Elle m'a serré dans ses bras, sans se soucier que je tremble comme si j'avais de la fièvre. Tu n'es pas seul. Écoute-moi. Je suis là. Tu vas t'en sortir. Le lendemain matin, alors que je me versais mon premier verre d'eau de la journée, mon téléphone a sonné. C'était la mère d'Ethan, Elisa. J'ai décroché, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle est allée droit au but. Ethan m'a raconté ce qui s'était passé la nuit dernière. Quinn, tu comptes garder le bébé? J'ai serré le téléphone fort. Oui. Pourquoi demandes-tu ça? Tu sais qu'Ethan n'est pas prêt. Il est à un tournant de sa carrière. Il y a une opportunité au bureau de Boston. Un enfant maintenant ne ferait que tout compliquer. Que suggères-tu exactement? Ai-je demandé, même si je le savais déjà. Je veux juste dire que tu devrais peut-être envisager toutes les options. Tu es encore jeune. La vie est longue. J'ai raccroché. Tu as raison. La vie est longue. Et je choisis de passer le reste de ma vie en tant que mère, même si je dois le faire seul. J'ai raccroché. Mon cœur battait fort, non pas de peur, mais de colère. Je pensais que mes beaux-parents seraient un soutien dans les moments difficiles. Mais non, tout ce qui les préoccupait, c'était la réputation, la carrière et la soi-disant stabilité. Personne ne pensait à moi. Personne ne considérait ce bébé comme une vie. J'ai posé ma main sur mon ventre, encore si petit, à peine perceptible, mais je savais qu'il était là, et je le protégerais à tout prix. Je n'ai eu aucune nouvelle d'Ethan pendant une semaine entière après son départ. Aucun appel, aucun message pour me demander comment j'allais ou comment allait le bébé. Après 7 jours sans rien, il n'a envoyé qu'une seule phrase. J'enverrai de l'argent au début du mois pour l'instant. Et comme ça, je suis devenu mère célibataire officieusement, sans accord, sans explication. Il ne restait plus que moi et le bébé qui grandissait en moi pour tout comprendre. Je n'avais pas le temps de m'effondrer à nouveau. Le lendemain matin, j'ai pris mon premier rendez-vous prénatal. Je me suis rendu en voiture à une clinique pour femmes en 5 points. Pas besoin d'être orienté, car j'étais déjà trop avancé pour attendre les papiers. Quand l'infirmière m'a demandé de m'allonger pour l'échographie, j'ai pris une grande inspiration en agrippant le bas de mon t-shirt. L'écran s'est allumé. Une forme floue est apparue. Puis un bruit est venu. Le battement de cœur. Rapide, fort, urgent,
comme s'il disait « Je suis là ». Cet après-midi-là, je suis passé au café où travaillait Riley. Dès qu'elle m'a vu, elle m'a serré dans ses bras sans dire un mot. J'ai entendu le battement de cœur. J'ai murmuré, les yeux encore rouges. Riley n'a rien dit. Sans un mot, elle s'est penchée, a essuyé mes larmes délicatement et a placé une gaufre chaude devant moi. J'ai commencé à faire des recherches sur tout. Ce qu'il faut pour élever un enfant seul. Argent, temps, soutien juridique. J'ai pris rendez-vous avec Emma, une avocate spécialisée en divorce. Lawson, une femme d'âge mûr à la voix aiguë, mais au regard bienveillant, m'a dit, Quinn, si Ethan reste silencieux, on peut toujours déposer une plainte. N'attends pas que quelqu'un ait déjà choisi de partir. J'ai également décidé de quitter l'ancien appartement, l'endroit où la présence d'Ethan persistait dans chaque recoin. De la tasse à café ébréchée au rideau que j'avais choisi pour aller avec sa chemise préférée. Riley m'a proposé un logement temporaire chez elle. Elle avait un salon spacieux à seulement 15 minutes en voiture de mon bureau. Et surtout, aucun souvenir douloureux. J'ai vendu la causeuse couleur crème qu'Ethan avait choisie un jour, celle sur laquelle il s'asseyait pour regarder le football pendant que Camille lui envoyait un texto. J'ai tout emballé, mais je ne voulais vraiment rien garder, à part mes documents prénataux et quelques livres préférés. Le bébé a grandi. J'ai opté pour des chaussures plates, j'ai appris à respirer en montant les escaliers et je me suis adapté aux nuits blanches dues aux crampes aux jambes. Mon entreprise m'autorisait à télétravailler 3 jours par semaine, et j'appréciais cela plus que tous les avantages sociaux auxquels j'avais souscrit. J'assistais aux cours prénataux le mardi soir. J'étais la seule sans partenaire. Lorsque l'instructeur a demandé qu'une personne de soutien se tienne derrière moi pendant les exercices de respiration, une femme âgée s'est approchée doucement. « Votre mari travaille tard ?» J'ai esquissé un léger sourire. « Non, il est occupé à disparaître. » À 38 semaines, j'étais épuisé. Je passais mon temps libre à vérifier le budget, à monter le berceau et à écouter Riley lister des chansons classiques à écouter avant de me coucher. Elle m'a même acheté un oreiller géant en forme de U, qu'elle a qualifié d'arme secrète des mamans seniors. Puis le jour J est arrivé. Tôt mercredi matin, alors que j'essayais de sortir du lit, une douleur aiguë m'a frappé et j'ai perdu les os. Riley a conduit comme si elle était sur une piste de Formule 1. À notre arrivée à l'hôpital, j'étais dilaté de 4 cm. À 10 heures, je ne savais plus si je respirais ou si je gémissais. À 16 heures, j'ai dit que je n'en pouvais plus. Riley m'a serré la main. Tu y arrives. Et tu n'es pas seul. 19 heures après la première contraction, un cri a rempli la pièce. J'avais à peine la force de lever la tête, mais lorsque l'infirmière a placé le bébé sur ma poitrine, sa peau douce contre la mienne, toute douleur a disparu. Un garçon, les joues roses, les yeux fermés, de minuscules doigts enroulés autour des miens. Je l'ai appelé Eden. Il n'y avait pas d'Ethan, pas de message, pas de félicitations. Mais en serrant mon fils contre moi, je savais que plus rien n'avait d'importance. Nous avions commencé notre aventure et je ne laisserais plus personne s'en aller. J'ai repris le travail quand Eden avait exactement 9 semaines. Honnêtement, je n'étais pas prête. Mon corps me faisait encore mal. Ma poitrine était douloureuse. Et les mêmes questions tournaient en rond dans mon esprit. Mange-t-il assez? Dort-il bien? Mais l'argent n'attend personne. Le petit appartement que je louais près de chez Riley était confortable, mais plus cher que l'ancien. Ajoutez à cela les couches, le lait maternisé, les visites chez le pédiatre et maintenant la garderie à temps partiel. Tout grimpait de semaine en semaine. Ethan envoyait bien de l'argent, mais de façon irrégulière. Certains mois, je recevais quelques centaines de dollars. D'autres, rien du tout. Juste un texto, court et vide. Ce mois-ci, c'est serré. Je me rattraperai le mois prochain. Avant, je répondais poliment, je le lui rappelais gentiment. Mais après la 4e fois, j'ai arrêté de répondre. Je n'avais plus l'énergie de supplier quelqu'un qui m'avait fait accoucher. Je me levais tous les jours à 5 heures du matin, je prenais une douche rapide, je préparais les biberons, je préparais les affaires d'Eden, puis je prenais un taxi pour le déposer à la garderie avant de commencer mon service au bureau d'architecture. À midi, j'allais tirer mon lait aux toilettes, vérifiant notre budget mensuel tout en envoyant des rapports par email. Certains jours, à peine installé au travail, le centre m'appelait, Eden a une légère fièvre. Pouvez-vous venir le chercher? Je demandais un congé d'urgence.
L'irritation de mon patron était évidente, mais quand je rentrais à la maison et qu'Eden se serrait contre moi, les joues rouges, la respiration sifflante, je l'enveloppais dans une couverture, m'asseyais sur la chaise et fredonnais. Et pour la première fois, j'avais l'impression d'avoir bien fait les choses. Le tenir dans mes bras quand tout le reste semblait incertain. Un après-midi de février, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Bonjour Queen. Ici Céleste, la mère d'Ethan. J'ai appris que le bébé était né. Puis-je venir voir mon petit-fils? Je l'ai lu et relu. Aucune excuse, aucune reconnaissance du fait qu'ils avaient un jour sous-entendu que je devais interrompre la grossesse. Juste une demande douce, comme si de rien n'était. J'y ai réfléchi pendant 2 jours. Finalement, j'ai répondu, tu peux venir samedi pendant 1 heure. Je ne l'ai pas fait pour Ethan, ni même pour elle. Je l'ai fait pour Eden. Je ne voulais pas que mon enfant grandisse et ne rencontre jamais ses grands-parents paternels, pas même une seule fois. Ce samedi-là, j'étais habillé simplement et j'ai tenu Eden sur le canapé pendant que Riley préparait tranquillement du thé. Céleste est arrivée à l'heure, vêtue d'un manteau marron foncé, portant un grand sac cadeau rempli d'articles de puériculture coûteux. Ethan n'était pas avec elle. Elle s'est assise, a longuement regardé Eden, puis a souri. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Ethan. Elle a commencé à poser des questions sur son poids, son calendrier de vaccination, la garderie, comme si nous étions 2 mères discutant tranquillement dans un parc. Chaque question était polie mais froide. Pas un mot sur la disparition d'Ethan. Pas un seul, je suis désolé de ne pas t'avoir soutenu quand tu avais besoin de soutien. Lorsqu'elle a demandé, quand est-ce que tu vas le laisser passer la nuit chez nous? J'ai délicatement posé ma tasse de thé sur la table. Désolé, mais ça n'arrivera pas, Eden est encore trop jeune. Et je ne peux pas laisser mon enfant dans un endroit où l'on s'est demandé s'il devait naître. Elle a levé les yeux, une lueur de surprise dans les yeux. Queen, je sais que tu es en colère contre Ethan, mais ton fils ne devrait pas être affecté. J'ai serré les poings, gardé une voix posée. C'est exactement pour ça que j'ai autorisé cette visite aujourd'hui. Mais si tu veux faire partie de la vie d'Eden, la première étape est de reconnaître ce qui s'est passé. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne ici pour réécrire la vérité. La visite s'est terminée en moins de 40 minutes. Elle s'est levée, a embrassé Eden sur le front et est partie sans rien promettre d'autre. Les feux arrière se sont éteints au loin, ne laissant que le silence sur le pas de ma porte. Riley s'est approché et a posé une main sur mon épaule. Tu vas bien? Je commence à voir clairement qui est sincère et qui ne l'est pas. La semaine suivante, Ethan a publié une nouvelle photo sur Instagram. Il était à Palm Springs, main dans la main avec Camille, sirotant des cocktails au coucher du soleil. La légende disait, nouvelle année, nouvelle paix. L'image sur mon écran semblait lointaine et creuse. Alors je me suis tourné vers la réalité. Eden, profondément endormi dans son fauteuil à bascule. J'ai souri, non pas par sarcasme, mais parce que je comprenais. La paix ne s'affiche pas. C'est quelque chose qui se construit petit à petit, par les choix que l'on fait chaque jour. Quand Eden a eu 3 ans, j'ai été promu au cabinet d'architecture où je travaillais depuis près de 7 ans. Le titre de coordinatrice principale du design n'était pas seulement une reconnaissance pour les nuits blanches passées à dessiner des plans. C'était la réponse à une question que j'avais autrefois eu peur de poser. Pouvais-je vraiment y arriver? Même avec mes cernes, après avoir veillé avec un bambin fiévreux, même en apportant mon ordinateur portable dans la salle d'attente des vaccins, même en sautant des repas sans jamais manquer une échéance, je n'avais pas abandonné. Et maintenant, je pouvais voler de mes propres ailes. 4 mois après la promotion, j'ai versé un acompte pour une petite maison dans la banlieue d'Aurora, à environ 30 minutes en voiture du centre-ville de Denver. La maison n'était pas grande, juste un étage, avec 2 chambres, mais elle avait un jardin luxuriant, parfait pour un jardin et un espace où Eden pouvait courir librement. Quand j'ai signé le contrat, mes mains tremblaient. Non pas par peur, mais par émotion. Un jour, j'ai pensé louer pour toujours. Je pensais qu'une vraie maison était quelque chose que seules 2 personnes pouvaient construire. Mais non, une maison, c'est là que vit l'amour, et j'en avais largement assez pour Eden. La vie a pris son rythme. Je me suis réveillé à 6 heures, j'ai préparé le petit déjeuner et j'ai réveillé Eden en l'embrassant sur la joue. Il souriait toujours avant même d'ouvrir les yeux, comme s'il savait déjà que j'étais là dans ses rêves. Le soir, nous mangions sous la douce lumière de la cuisine. Il me racontait des histoires de maternelle,
ajoutant souvent des détails insolites qui me faisaient mordre la lèvre pour ne pas rire. Il avait un amour particulier pour le ciel. Chaque soir, il insistait pour aller dans le jardin observer les étoiles, pointant du doigt et demandant « Maman, laquelle est sérieuse ? Et c'est une planète ?» Je n'étais pas astronome, mais pour lui, j'ai recommencé à étudier, lui dit site web juste pour répondre « Pourquoi les étoiles ne nous tombent-elles pas sur la tête ?» Il y avait pourtant une question à laquelle je n'avais jamais trouvé de réponse facile. Un lundi après-midi, alors que je lui coupais des fruits, Eden m'a soudain demandé « Maman, pourquoi n'ai-je pas un papa comme Noah ?» Je me suis figé. Couteau à la main, le cœur serré. Je me suis assise à côté de lui, je l'ai serré contre moi, j'ai caressé doucement ses douces boucles. Tu m'as, tante Riley. Grand-mère et grand-père, et même ton entraîneur de basket, pas vrai ? Eden a hoché la tête, ses grands yeux noirs toujours rivés sur les miens. Ton père m'a aidé à t'avoir, mais certains adultes ne sont pas prêts à être papa. Ce n'est pas ta faute, mon chéri. Et je t'aime assez pour nous deux. Eden n'a rien dit. Un instant plus tard, il a pris une tranche de pomme et l'a portée à ma bouche. Alors mange ça, maman. Je t'aime pour deux personnes. Je l'ai pris dans mes bras et j'ai respiré profondément, doucement et profondément. J'ai commencé à écrire mon journal de maternité chaque soir après qu'Eden s'est endormi. Non pas pour me plaindre, mais pour me souvenir. Pour me rappeler avec quelle force je le portais seul à ses rendez-vous chez le médecin. Se souvenir du moment où Eden a appris à marcher, est tombé, puis s'est relevé, les lèvres tremblantes, mais toujours souriant. Se souvenir de notre premier réveillon de Noël, juste tous les deux, étrangement chaleureux et magique. Quand il a crié, le Père Noël a trouvé notre maison même sans cheminée. Maman, petit à petit, j'ai cessé de ressentir de la douleur en voyant des familles de 3 se tenir la main au parc. Je ne me sentais plus à ma place lors des réunions parents-professeurs remplies de duos maman-papa. Je n'étais plus jalouse. J'étais fière. Fière de ne pas avoir abandonné. De ne pas avoir laissé un homme définir ma valeur. Que mon fils grandisse entouré d'amour, de respect et d'honnêteté. Un soir, alors que j'accrochais des guirlandes lumineuses dans le jardin pour qu'Eden puisse observer les étoiles, Riley est arrivé avec une boîte à pizza et une bouteille de soda bien fraîche. C'est ton prix. Le parent le plus engagé de l'année, directement du siège de l'école maternelle. J'ai ri et j'ai posé ma tête sur son épaule. Probablement parce que j'avais préparé le plus de cupcakes pendant la semaine de reconnaissance des enseignants. Non, a dit Riley d'une voix sincère. C'est parce que tu n'as jamais abandonné. C'est ce qui compte vraiment. J'ai levé les yeux vers le ciel, ces mêmes étoiles scintillant comme toujours. Mais ce soir, elles semblaient plus brillantes. Ou peut-être que quelque chose en moi avait, rayonnant depuis longtemps. Pour la première fois à la soirée de rentrée d'Eden à l'école maternelle, je suis arrivé en retard, surprise par une averse soudaine. Mon manteau Hermès était trempé. J'ai scruté la salle de classe bondée d'un air gêné, cherchant une place lorsqu'une voix calme et basse m'a proposé. Il y a de la place ici, si ça ne vous dérange pas, je me suis assise et me suis retourné pour le remercier. Il semblait avoir la trentaine, une simple chemise boutonnée, les cheveux légèrement ébouriffés, mais un regard calme et bienveillant. Je suis Douglas, le père d'Emma, a-t-il dit. Queen, la mère d'Eden. La réunion s'est déroulée comme d'habitude, à l'exception d'Eden et Emma qui riaient comme des petits fous à leur murmure un peu étouffé. Le professeur a gentiment suggéré, on devrait peut-être les asseoir un peu plus loin. Après, nous avons accompagné nos enfants jusqu'au parking ensemble. Douglas m'a raconté que sa femme était décédée d'une maladie incurable alors qu'Emma n'avait qu'1 an. J'avais peur de tout gâcher, a-t-il dit en nouant le lacet d'Emma. Mais les enfants sont plus forts qu'on ne le pense. J'ai réussi à esquisser un petit sourire, sans savoir s'il était dû à de l'empathie ou à de l'admiration. Dans les semaines qui ont suivi, nous nous sommes croisés plus souvent. Lors des sorties, au parc près de l'école, et même à l'épicerie, quand les 2 enfants insistaient pour avoir la même marque de biscuits. Un jour, après qu'Emma eut supplié Eden de venir jouer, Douglas s'est tourné vers moi. Si ça ne te dérange pas, j'adorerais vous inviter tous les deux à dîner. Je fais des pizzas. Pas très doué, mais si Emma en mange, c'est gagné. J'ai hésité un instant, puis j'ai hoché la tête. Si Eden accepte la pizza en forme de dinosaure, alors vous avez 2 invités. Ce dîner était étonnamment chaud. Douglas a laissé les enfants faire leur propre pizza. Ovale.
Croûte, montagne de fromage, pepperoni découpé en forme de dinosaure. Eden a ri plus fort que je ne l'avais entendu depuis des semaines. Douglas m'a demandé ce que je voulais boire et m'a préparé une tasse de thé à l'orange épicé, en disant, la première fois que j'ai goûté ça, c'était sincère, ni trop sucré, ni trop acide, un peu comme j'aimerais que les gens vivent. Je ne savais pas quoi répondre. Je me souviens juste que mon cœur s'est attendri. D'une certaine manière, ça ne faisait plus longtemps. Après cette nuit-là, les retrouvailles sont devenues plus fréquentes, même si aucun de nous ne les étiquetait. Quand j'étais débordé, Douglas est allé chercher Eden. Lorsqu'il avait une réunion de dernière minute, j'ai emmené Emma à l'école. Eden a commencé à appeler Emma, ma jumelle, qui n'est pas du même âge. Et moi, j'ai commencé à sourire davantage. Un soir, après une réunion scolaire, Douglas m'a raccompagné jusqu'à ma porte d'entrée. Je tenais un sac de restes, prêt à le remercier, quand il m'a soudainement demandé, « As-tu déjà pensé à recommencer ?» Quand j'ai croisé son regard, je n'ai vu aucune urgence, juste une curiosité discrète, posée et gentille. J'ai répondu doucement. Avant, je pensais ne pas mériter ça, mais ces derniers temps, je commence à croire que je mérite peut-être quelque chose de doux. Nous avons commencé à sortir ensemble petit à petit. Soirée cinéma avec de vieux dessins animés, balade à vélo le week-end sur des sentiers herbeux, texto tard le soir demandant « Eden dort-il ?» Pendant que je pliais le linge en silence, Douglas n'a jamais posé de questions sur Ethan. Mais un soir, alors qu'Eden avait avec une légère fièvre, Douglas est arrivé avec un thermomètre, du paracétamol pour enfants et un ours en peluche tout neuf. J'ai ouvert la porte, ne sachant même pas quoi dire, mais il a simplement posé sa main sur mon épaule et m'a demandé « Ça va ?» Pas physiquement, émotionnellement. J'ai incliné la tête en signe d'approbation. Et cette fois, c'était réel. Pas le genre de hochement de tête qu'on fait juste pour rassurer les autres. Un soir de début d'hiver, après l'anniversaire d'Emma, les deux enfants dormaient profondément. Douglas et moi étions assis dans le jardin, enveloppés dans une épaisse couverture en laine. Il a sorti un petit muffin de sa poche. Pas de bougie, mais on peut quand même faire un vœu. Vœu de quoi? Il a incliné la tête. Ce qu'on veut. Mais si j'étais à ta place, je souhaiterais être l'homme qu'Eden choisirait d'appeler papa un jour. Pas pour remplacer qui que ce soit, juste pour rester le temps qu'il le dise tout seul. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste posé ma tête sur son épaule, écoutant le vent doux caresser la clôture en bois, et j'ai pensé, peut-être que cette fois, le bonheur ne m'a pas oublié. Un samedi matin du début de l'été, le ciel était si bleu que j'avais l'impression que tout était en paix. Eden jouait son premier match de foot de la saison au parc près de chez nous, et Douglas et moi étions là, assis sous un grand parasol, café à la main, appareil photo prêt. Eden portait le maillot numéro 7 et courait sur le terrain avec des crampons orange vif. Il insistait pour cueillir des oranges, car elles correspondaient aux oranges que je pèle toujours pour lui. Douglas rit en le regardant, puis se tourna vers moi. Je pensais qu'il y aurait un buteur. Aujourd'hui, ou un gamin qui marquerait accidentellement pour l'équipe adverse. J'ai ri, le cœur léger. Mais cette sensation n'a duré qu'une dizaine de secondes, jusqu'à ce que j'aperçoive Ethan de l'autre côté du terrain. Il me fixait, immobile, comme si le monde s'était réduit à un petit garçon en crampons orange. Je me suis figé. Mon corps tout entier s'est glacé comme une décharge électrique qui m'a parcouru l'échine. À la fin de la première mi-temps, Eden a couru chercher de l'eau et a serré Douglas dans ses bras. C'est alors qu'Ethan s'est dirigé vers nous. Eden a jeté un coup d'œil. Il s'est dirigé vers lui et a murmuré, « Maman, qui est cet homme? Pourquoi me fixe-t-il du regard ?» J'ai posé une main sur son épaule. « Retourne au terrain, mon chéri. Je vais lui parler. » Eden a hoché la tête et s'est enfui sans souci comme n'importe quel autre enfant, et je suis resté là, face à l'homme qui s'était éloigné le soir où je lui ai annoncé ma grossesse. Il a enlevé sa casquette, révélant un visage plus fatigué que dans mes souvenirs. « Salut Queen. Je suis Héros Eden, je vais à l'école ici. Je voulais juste le voir un instant. » J'ai croisé les bras. Après 5 ans, tu penses que regarder de loin est suffisant. Ethan a expiré, les yeux rouges. Je sais que j'avais tort. J'ai arrêté de boire. J'essaie de réparer ce que j'ai cassé. J'allais me détourner quand Douglas s'est approché. « Ça va ?» ai-je dit. « Voici Ethan. »
Douglas a regardé Ethan droit dans les yeux et a dit calmement, « Je suis Douglas. Le père d'Eden. » Ethan serait dit, « Père ? Que veux-tu dire ?» Je l'interrompis. Père biologique, Ethan. Mais Douglas est celui qui se lève tôt pour l'emmener à l'école. Celui qui l'a porté quand il avait de la fièvre. Celui qui l'appelle papa quand il se réveille de cauchemar. Ethan se tut, les mains serrées. Je veux juste le voir une fois. Je le regardai longuement avant de répondre. On parlera un peu après le match. Après le match, Douglas emmena Eden et Emma manger une glace. Je m'assis en face d'Ethan dans un café près du terrain de foot. Il commanda 2 cafés, comme au bon vieux temps. Un cappuccino, mais j'étais passé au latte il y a 3 ans. Un détail, mais suffisant pour me rappeler qu'il ne savait plus qui j'étais. « Comment vas-tu depuis toutes ces années ?» demandai-je. Ethan soupira. Après le départ de Camille parce que je refusais d'avoir des enfants, j'ai réalisé ce que j'avais perdu. Je t'ai perdu. J'ai perdu notre fils. J'ai tout perdu. Il baissa la tête. Je veux arranger les choses. Je veux une seconde chance. Pas seulement avec Eden, avec toi. Ethan, on n'est plus rien. Tu es parti quand j'avais le plus besoin de toi. Et Douglas est resté. Je n'ai rien à te donner, si ce n'est des limites. 3 jours plus tard, Ethan est revenu, mais cette fois, il n'était pas seul. Céleste et Michael, ses parents, sont arrivés sans prévenir, se postant sur le pas de ma porte comme si tout pouvait s'arranger avec des excuses tardives. Nous voulons voir notre petit-fils, et Ethan a le droit d'être son père, a dit Céleste, le ton encore empreint de cette fierté familière. J'ai serré les poings. Tu m'avais dit un jour d'interrompre ma grossesse pour la carrière d'Ethan, et maintenant tu parles de droit. Je ne dois rien à personne. Douglas s'est approché, sa main posée entre mes épaules comme un bouclier silencieux. Michael a pris la parole. Ethan a changé. Il mérite une chance. J'ai dit fermement, cette chance ne commence pas par un simple coup de fil. S'il veut voir Eden, il respectera ses conditions, et la première est de respecter les limites. Après cette visite soudaine, j'ai rencontré l'avocat Harper, le même qui m'avait aidé à obtenir la garde exclusive il y a des années, afin de discuter des modalités de contact d'Ethan avec Eden. Il peut voir son fils, ai-je dit, mais chaque visite doit être supervisée, et s'il en manque plus de 200 préavis, les visites seront suspendues. C'est tout à fait juste, d'autant plus qu'Ethan a manqué les années les plus formatrices de la vie du garçon. Les premières visites ont eu lieu au centre de ressources familiales de Thornton. Eden avait été informé à l'avance. J'ai pesé mes mots. Tu vas rencontrer un homme nommé Ethan. Je veux que tu saches que si tu te sens mal à l'aise, à tout moment, tu peux le dire. Personne ne te forcera à faire quoi que ce soit. Eden a hoché la tête. Son expression n'était pas enthousiaste, juste un peu curieuse. Il a choisi de porter la chemise à carreaux bleus que Douglas lui avait offerte pour son anniversaire l'année dernière et a glissé son dinosaure en peluche préféré dans son sac à dos. La visite a duré exactement 30 minutes. Ethan est arrivé à l'heure, a apporté une boîte de Lego et a essayé d'engager la conversation. Eden répondait brièvement, son regard se posant souvent sur moi, assise dans un coin. Après, il m'a demandé, « Maman, est-ce mon vrai père ?» Oui, mais c'est à toi de décider qui tu appelles papa. C'est ton choix. Eden a réfléchi un instant, puis a dit doucement, « Ça avait l'air bizarre, mais pas mal. » Ça suffit, ma puce. J'ai souri. Douglas ne posait jamais trop de questions. Il nous soutenait simplement, emmenant Eden jouer après chaque visite, lisant de plus longues histoires avant de dormir chaque soir et gardant toujours de la glace au congélateur, comme s'il savait que notre garçon avait besoin d'un peu de douceur pour adoucir des sentiments inconnus. Ma famille, Riley, mes parents, Douglas et même Emma, sont restés la vraie famille avec laquelle Eden a grandi. Aucun d'eux ne m'a jamais abandonné. Aucun d'eux n'a jamais fait sentir mon fils comme un fardeau. 2 mois plus tard, Ethan demanda un rendez-vous privé. J'ai accepté, mais seulement au cabinet de l'avocat Harper. Il entra, le regard plus posé, sans ce regret performatif d'antan. Je comprends maintenant, dit-il après un long silence. Il n'a pas besoin de moi comme je le pensais. Et peut-être que je ne suis tout simplement pas à la hauteur de ses besoins. Ethan, ce garçon a besoin de constance, pas de culpabilité d'arriver en retard. Douglas est bon pour lui, dit-il.
Je l'ai vu. Et toi, tu as l'air d'aller bien. Je ne l'ai pas nié. J'allais bien, non pas parce qu'Ethan était parti, mais parce que j'avais choisi de continuer à vivre pleinement. Un après-midi de fin d'automne, je me tenais devant notre petite maison, regardant Eden et Emma taper dans un ballon de foot dans le jardin, leur rire résonnant dans l'air vif. Douglas jouait avec la nouvelle plaque de la boîte aux lettres, la famille Willow, l'ancienne étant effacée. Je restais là, les mains serrées autour d'une tasse de thé chaud, le cœur immobile comme une mare après le vent. Il n'y avait pas eu de grand mariage, pas d'annonce grandiose, mais nous nous étions choisis chaque jour. Cette nuit-là, Eden s'est endormi tôt après son cours d'art. J'ai doucement relevé sa couverture et me suis assise près de son lit un long moment. Son visage endormi me rappelait toujours que je faisais quelque chose de bien, même si chaque jour ressemblait à une énigme sans instruction. J'ai effleuré son front doucement et murmuré, « Tu n'as peut-être pas commencé comme tout le monde, mais tu as assez d'amour pour devenir fort. » Je me suis levé et j'ai fermé sa porte en silence. Dans la chaleur douce de notre petite maison, je me dirigeais vers la lumière de la cuisine où Douglas rinçait nos tasses à thé du soir. Il s'est retourné et a souri. « Tu veux planter des fleurs demain ? » « Oui, faisons des tournesols. » Non seulement le bonheur, mais aussi le pouvoir de fixer des limites, de pardonner au bon moment et d'aimer la bonne personne avec la force silencieuse et le cœur sans limite d'une mère.